Bon matin à tous. Merci d'avoir répondu en si grand nombre à notre invitation. Sachez que ça nous fait énormément plaisir de vous voir en si grand nombre ce matin. Je me présente Hélène Latulippe au Conseil économique de Beauce. Je suis directrice générale. Définitivement, cette 18e édition du déjeuner du président est encore une réussite puisque nous faisons salle comble ce matin malgré la température tannante. Merci à ceux qui furent les conférenciers des années passées. C'est grâce à votre générosité et à la qualité de vos présentations qu'on attire aussi une foule d'année après année. L'équipe du CEB est particulièrement fière cette année de vous présenter l'édition 2019 parce que ce matin, nous aurons la chance d'entendre 3 entrepreneurs inspirants qui viendront vous parler d'un sujet démontrant leur créativité et l'innovation en entreprise sous le thème « J'ai réinventé le modèle ». Nous sommes également fiers parce que vous allez être à même de constater qu'en Beauce, bien que notre tissu industriel soit traditionnel à la base, nous possédons des entreprises qui ont su se renouveler et tirer profit des technologies pour devenir les nouveaux leaders de leur secteur d'activité, que ce soit à l'échelle locale, nationale ou internationale. 2 consignes avant de débuter le déjeuner. Le déjeuner va se terminer à 9h et on vous demanderait d'éteindre vos téléphones cellulaires si ce n'est pas déjà fait. Sur ça, j'inviterai le vice-président du CEB, M. Luc Paquette, à venir sur la scène pour vous dire le mot de bienvenue. Merci. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue à la 18e édition du déjeuner du président du CEB. 18 ans, on a atteint la majorité. Alors, je me présente, Luc Paquette, je suis vice-président du conseil d'administration et aussi associé chez Paquette d'Aigle, un bureau de comptable ici à Saint-Georges. Je suis ici en remplacement ce matin de M. Tony Turcotte, qui est retenu à l'extérieur du pays. Alors, en son nom, je vous salue et je vous remercie sincèrement de votre présence. Je débute en remerciant nos partenaires corporatifs du CEB, soit TELUS Affaires, Sun Life, représenté par M. Charles Quirillon. Est-ce qu'il est dans la salle? Non. Alors, merci à Sun Life. Et ainsi que la MRC de Beauce-Sartiguan, représentée par M. Martin Saint-Laurent, maire de Saint-Simon. Merci de votre support et de votre participation. J'apprécie particulièrement ce déjeuner qui met en lumière des entrepreneurs d'ici qui viennent nous parler de leur vécu, leurs émotions, leurs préoccupations, leurs projets et leurs rêves. Chaque édition nous permet d'apprendre, de grandir comme communauté d'affaires et ainsi alimenter l'écosystème économique de Beauce-Sartiguan. Et lorsque je vois les gens dans la salle, bien au-delà. Comme vous le savez peut-être, si nous sommes en mesure de vous offrir gratuitement ce déjeuner ce matin, c'est grâce à la générosité de 3 fidèles commanditaires qui, année après année, nous soutiennent dans l'organisation de cette activité et nous les retrouvons derrière à la table haute. Je débute avec Desjardins Entreprises, Beauce-Sud et Appalaches, représentée ce matin par Mme Lisa Jolicoeur, directrice de compte. Bernier-Beaudry, avocat d'affaires, représenté par Maître Catherine Leblanc, avocate et actionnaire de la société. Et Dancause, conseil en stratégie d'affaires, représenté par M. Philippe Dancause, associé. Également, à cette table, nous retrouvons nos 3 conférenciers vedettes de ce matin, qui vous seront présentés un petit peu plus tard, soit M. Jeannot Boutin du marché 723, M. Carl Fortin de Golf Inn et M. Sébastien Blouin de V-Hub. J'inviterai maintenant à l'avant les représentants de nos commanditaires majeurs du déjeuner à vous adresser quelques mots, soit Mme Jolicoeur, Maître Leblanc et M. Dancause. Mesdames, Messieurs, bon matin à tous. J'espère que vous vous portez bien. Je suis Lisa Jolicoeur, directrice de compte, et j'ai le plaisir d'agir ce matin à titre de représentante de Desjardins Entreprises, commanditaire du déjeuner d'aujourd'hui et partenaire de plusieurs entrepreneurs de notre belle région.
Je tiens d'abord à vous dire que c'est un réel plaisir et toute une fierté pour moi de me retrouver ici devant vous. De l'endroit où je me trouve, je sens toute la fébrilité et la curiosité qui vous habitent et je vous comprends. Nous aurons la chance d'entendre dans les prochains instants 3 témoignages qui seront, j'en suis certaine, des plus inspirants. Inspirants en raison des apprentissages que nous pourrons tous en faire et en raison des leçons que nous pourrons tous en tirer. Vous le savez, la vie d'entrepreneur peut être enivrante, mais elle est surtout remplie de défis à surmonter. J'ai envie aujourd'hui de vous lancer un message qui se collera, je suis certaine, à nos conférenciers. Je vous lance le message de ne pas avoir peur de penser différemment, de ne pas hésiter à vous mettre vous-même en doute, à vous questionner, à vous pousser à voir au-delà de vos propres limites. Continuez à persévérer et à voir grand. Vous êtes inspirant. Pour Desjardins, être votre allié dans le cadre de vos projets est une grande source de fierté, parce qu'ensemble, nous collaborons à votre succès, et c'est celui-ci qui passe par des moyens parfois traditionnels, originaux et différents, des moyens qui osent et qui se démarquent. Les connaissances s'acquièrent, mais la personnalité, l'altitude, le goût d'entreprendre et de faire les choses différemment, ça se bâtit en côtoyant des gens inspirants, comme nos 3 conférenciers, que le Conseil économique de Beauce nous donne aujourd'hui la chance d'entendre. Bon déjeuner à tous. Juste ça. Alors, bonjour tout le monde. Alors, Bernie Baudry est fier une fois de plus de contribuer financièrement à la tenue du déjeuner d'aujourd'hui. D'abord, il se veut rassembleur pour notre communauté d'affaires et ensuite, il est toujours d'actualité. À juste titre, nous soulignons l'initiative du Conseil économique de Beauce pour son organisation. Alors, se réinventer pour nous, c'est un synonyme d'innover. Ça ne veut pas dire changer ou encore se déconstruire. Au contraire, pour nous, c'est avoir le courage de transcender ses peurs, c'est d'apprendre de nos erreurs, c'est de nourrir des projets et également des ambitions. C'est aussi de lâcher prise sur le passé et enfin de s'ouvrir à un monde qui ne cesse de se renouveler de plus en plus rapidement. Que ce soit dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre, l'avènement des nouvelles technologies ou encore l'intégration de la nouvelle génération de travailleurs au sein de nos entreprises, les entrepreneurs doivent continuellement se réinventer. Et le défi est de taille. Leurs décisions doivent aussi tenir compte d'une autre réalité. Ils doivent être plus performants avec beaucoup moins de ressources. Je félicite et je remercie les conférenciers pour leur contribution au déjeuner de ce matin. Premièrement, ça prend le courage de venir s'adresser à une salle comble et ensuite, ça demande une préparation souvent insoupçonnée. Enfin, je désire remercier mes collègues de chez Desjardins Entreprises et du groupe d'Encause de se joindre à nous afin de vous offrir ce déjeuner. Je vous souhaite un bon déjeuner. Bonjour, toujours content d'être là pour ces déjeuners concrets. Moi, c'est ce que j'aime ici, là. Il y en a plein de soupers puis de déjeuners plates au Québec, là. Mais ceux-là sont le fun, parce que c'est des vraies affaires qu'on voit. Je veux vous parler de 2 choses un matin, ça sera pas long, puis je veux vous lancer un défi. La première chose dont je veux vous parler, c'est d'un modèle. Hein? On dit réinventer le modèle. C'est quoi le modèle? Un modèle d'affaires, c'est quoi? C'est comme un gros mot, on entend parler, on nous beurre de ça. Je vais juste prendre 2 secondes pour rendre ça clair. Je pense que ça va même aider après. Hein? Tu vas en parler, tu m'as dit tout à l'heure. Un modèle d'affaires, c'est un peu comme votre véhicule. Un peu comme si vous aviez, mettons, votre véhicule, c'est un bicycle, un vélo. Bien, avec mon modèle d'affaires bicycle, je peux peut-être aller à Québec en une journée. Ça se fait. Hein? Toi, tu peux aller plus loin que moi, là, mais moi, je peux me rendre à Québec. Je ne me rendrai pas à Montréal en une journée, ça, c'est sûr. Mon modèle d'affaires bicycle ne me permet pas d'aller à Montréal. Puis avec mon modèle d'affaires BSIC, si je vais aller, mettons, à Québec, j'ai des stratégies possibles. C'est-à-dire, c'est les chemins qui sont possibles avec mon modèle d'affaires. OK? Ça fait que le chemin autoroute, je peux pas le prendre avec mon BSIC, c'est pas accessible. Mon modèle d'affaires ne le permet pas. Donc, quand on dit « j'ai changé le modèle », c'est que on a changé notre véhicule. J'ai mis ou des nouvelles roues, un nouveau dérailleur, ou j'ai une auto. Et grâce à ça, j'ai accès à des nouvelles destinations. Je peux faire des nouvelles choses, ou je peux prendre des nouveaux chemins pour me rendre à ma destination. C'est que le modèle, c'est ça. Puis, il n'y a personne ici qui n'en a pas un modèle. Vous en avez toutes. Hein? Il y en a qui intègrent certains éléments dans leur compagnie. Il y en a qui ont décidé de ne pas faire certaines autres choses. C'est tous des choix, ça. Fait que le modèle d'affaires, vous en avez tout un. Puis, je vous le dis, ils vont tous avoir à changer dans les 3-4 prochaines années. OK?
C'est que ça, c'est la première chose. La deuxième, je vais vous parler des clients que je vois qui réussissent à le faire, des clients que je vois qui ne réussissent pas à le faire. Puis après ça, vous vous gagerez. OK? Vous vous demanderez si vous ressemblez à ça. OK? Donc, je vois des entreprises qui veulent pas faire d'erreurs, qui veulent toujours que tout aille bien, qui sont contents de faire leur profit, puis qui engrangent tout ça, puis qui veulent pas investir pour essayer des nouvelles choses. C'est comme des organisations qui ont tellement peur de rater leurs affaires qu'ils n'essayent rien. Bien, ils font des profits jusqu'à temps qu'ils arrivent dans un mur. OK? Fait que rien essayer, là, rien faire. Si vous n'avez pas de projet ou vous ne pensez pas à des affaires que vous aimeriez tester ou tenter, puis on va en entendre 3, là, vous allez voir, ils ont tous fait ça. Ils ont tous essayé des affaires. Ça n'a pas tout marché, là. OK? Si vous n'avez rien que vous êtes en train d'essayer de faire ou vous voulez essayer de nouveau sur votre modèle, là, posez-vous des questions. Vraiment. Les autres que je vois qui réussissent sont pas fous non plus, là. Ils n'essayent pas n'importe quoi, puis ils se plantent pas n'importe comment. Ils se créent des zones sécuritaires pour essayer. C'est-à-dire qu'ils sortent des idées, mais ils se créent un contexte où, même si ça ne marche pas, ils ne vont pas mettre la business à terre. Ils essayent des affaires en zone sécuritaire. Quand ça ne marche pas, c'est garanti qu'ils apprennent quelque chose, puis qu'ils s'améliorent. Puis à un moment donné, ils tombent sur de quoi? Sur un filon. Puis là, ils le pognent, puis là, ils partent. Mais votre filon, là, je vous le dis, là, il n'arrivera pas, là, un vendredi après-midi, là, comme le Saint-Esprit, là. Il va arriver en essayant des affaires. Fait que, d'un côté, il y a des gens qui essayent rien, puis de l'autre côté, il y a des gens qui essayent des affaires de façon intelligente. Posez-vous cette question-là. Je finis donc avec mon défi. Vous allez en entendre 3, là, qui ont tout essayé, qui ont essayé des affaires. Le défi que je vous lance, c'est d'écouter ça, puis de sortir ici ce matin en vous disant, moi, cette année, je veux essayer quoi intelligemment pour faire évoluer mon modèle? Posez-vous la question. Puis si vous n'avez pas d'idée dans la prochaine semaine, essayez plus fort parce qu'il va en falloir. OK? Fait que voilà, je vous laisse là-dessus. Ça va être vraiment intéressant. Puis je m'excuse, je ne serai même pas là pour la photo à la fin. Il faut que je sois à Québec à 9h30. Puis là, ben, ça a l'air qu'il y a de la pluie verglaçante, puis tout, puis tout. Fait que je suis bien triste. Mais il y a un petit vidéo, hein, c'est enregistré. Je vois une caméra, là. Ça fait que je vais écouter ça. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, merci beaucoup, Lisa, Maître Leblanc et Philippe. Pour utiliser les mots de M. Dancause, votre implication a un impact très concret sur notre déjeuner ce matin. Et nous vous remercions de nous supporter année après année. Alors, en mon nom, celui de mes collègues administrateurs et du personnel du CEB qui travaillent très fort à organiser ce déjeuner, nous vous remercions de votre présence. Je vous laisse au bon soin de M. Bastien Lapierre qui viendra vous présenter nos conférenciers de ce matin. Bon déjeuner à tous. Alors, bon matin tout le monde. Alors, j'ai la chance d'introduire nos 3 conférenciers. Alors, commençons tout de go. Notre premier conférencier, Jeannot Boutin, fondateur et copropriétaire du marché 723. Monsieur Boutin fait le saut en entrepreneuriat en ouvrant en octobre 85 son commerce de détail connu sous le nom de Dépanneur 723 ou à l'époque chez Jeannot. Dans le but de mieux répondre aux nouvelles exigences de la clientèle, il agrandira à plus de 4 reprises. Il propulse le modèle de dépanneur pour devenir un marché spécialisé, offrant les mets préparés, la pizzeria, la saucisserie, la boucherie, les fruits et légumes et la bière de microbrasserie. En 2017, grosse année. En plus d'obtenir la 7e place au classement des dépanneurs les plus appréciés au Québec, il accueille M. Philippe Cloutier comme associé afin de le soutenir dans le développement du commerce. Le CEB est fier ce matin de le recevoir pour nous parler de comment il a réinventé le marché de proximité. Mesdames et messieurs, Jeannot Boutin. Je dans ma cuisine puis je mange. Quand je vais chez vous, moi je mange. Je vais partout quand je mange. Quand je m'ennuie, moi je mange. Même dans mon lit, moi je mange. Mais il y a des jours où je suis complexée. Je me trouve pas bien sexy. Quand je me regarde de profil dans le miroir. Bonjour tout le monde. Très heureux d'être avec vous ce matin. C'est pas quelque chose que je suis habitué de faire, puis je vais laisser aller comme je pense
du mieux que je peux. J'ai été présenté, mais comme entrepreneur, je vais vous dire un petit peu qui je suis. Je suis entrepreneur depuis 1985. Puis, qu'est-ce qui fait que je suis devenu entrepreneur? C'est plusieurs petites choses bout à bout. En premier lieu, j'étais un gars qui aime la vie. J'étais un gars qui est très optimiste. Quand ça se passe pas à mon goût, j'essaie de remodeler jusqu'à temps de prendre une bonne direction. Puis, depuis très jeune, je suis un rêveur. Puis, j'ai fait plusieurs rêves, mais des fois, j'en fais des bons. Puis, quand je vois que ça a un certain bon sens, ben, j'essaie de les mener à terme pour me développer. Mais au-delà de ça, il faut être persévérant. Puis ça, c'est une de mes... ça n'a pas besoin d'aller du premier coup comme je veux. Je vais remodeler, puis je vais redonner une formule jusqu'à temps que ça peut prendre la direction que je veux. Puis l'autre chose qui est important aussi pour rester en affaires, c'est faut s'amuser. Il faut s'amuser en travaillant, faut pas que ça soit pénible. C'est parce que ça fait 34 ans que je fais ça, puis si on n'aurait pas réussi à s'amuser, c'est sûr que je serais plus là. Fait très jeune, là, j'avais déjà un esprit d'entrepreneur. Si on pense juste à 12-13 ans, là, j'allais dans le garage de mon père, puis je défaisais de quoi, j'essayais de la refaire. Je prenais un moteur de chaîne ça, j'essayais de le mettre sur une moto. J'avais toujours des idées farfelues un petit peu. Fait, c'est sûr que ça n'a pas toujours été plaisant pour eux autres, là, mais ça m'a aidé à me développer quand même. Puis à l'âge de 13-14 ans, je commençais déjà à dire au monde que je voulais être entrepreneur. À l'âge de 17 ans, j'achète un énorme bureau qui est à moitié tout défait, puis je l'avais tout refait au complet. Fait là, je m'étais dit, j'ai peut-être pas d'entreprise, mais j'ai un bureau. Puis, si on voit l'image ici, je vais déjeuner au restaurant un certain matin, puis je rencontre Gilles Leroy, qui était contracteur à l'époque. Puis le voisin, M. Bougie, avait essayé d'ouvrir un dépanneur. Puis ça n'avait pas passé, vu les stationnements. Puis Gilles, il me dit, lui, il avait un local, puis il était supposé d'avoir une cordonnerie. Puis le gars s'était désisté. Fait, il me dit, Jeannot, est-ce que tu aurais le goût d'ouvrir un dépanneur? Fait, moi, je dis, un dépanneur, c'est bien beau, mais ça prend de l'argent, puis j'en ai pas. Fait là, lui, il me dit, peut-être que je pourrais te financer les équipements. Puis là, je mijote ça un petit peu, je retourne chez nous, j'avais 20 ans à l'époque. Je parle de ça à mes parents, puis mon père, il me dit, si ça serait pas un gros montant, je pourrais peut-être t'endosser. Fait, c'est de là que c'est parti comme ça. Fait, si vous le voyez, la superficie était de 800 pieds carrés. Moi, j'ai dit que j'ai ouvert un garde-robe, là, c'était vraiment, vraiment tout petit. Fait, j'étais seul avec 2 employés à l'époque. Fait, c'est comme ça que le projet est parti. Puis, si on regarde bien, une image ici, d'accord. Là, la manière qu'on s'est pris, la première des choses, après avoir ouvert, tout de suite, on a eu des petits problèmes financiers. Fait, dans nos problèmes financiers, la première année, ça a été quand même assez difficile. Deuxième année, un petit peu moins. Après ça, la troisième année, statu quo, mais là, les ventes montaient, puis la dette continuait à monter. Fait, avant de sortir vraiment la tête de l'eau, parce que j'ai commencé, pas d'argent, pas d'expérience. Fait, c'est sûr qu'il y a des choses que je ne referais peut-être pas pareil aujourd'hui. Fait, ça a pris 5-6 ans avant de sortir la tête de l'eau. Fait là, en 1992, là, on peut prendre acquisition du bâtiment. Fait, ça a quand même pris un certain temps. Puis, pour tomber en quête du marché, en 1996, c'est le premier agrandissement. Fait là, on agrandit le bâtiment. On va revenir ici. D'accord. On agrandit le bâtiment. Fait, premier agrandissement, ça a été un investissement de 150 000 $. Puis la superficie est passée de 800 à 1600 pieds carrés. Puis, on est monté jusqu'à 7 employés. Puis, on a eu une augmentation du chiffre d'affaires de 75 %. Là, c'est bien beau. On avait une belle progression, mais il arrive toujours d'autres choses par rapport... quand tu arrives à te développer, le stationnement était vraiment saturé. Fait, on ne laissait plus les employés se stationner là. C'était quand même assez difficile. Fait, qu'est-ce qu'on a fait? De la manière qu'on a voulu s'accaparer du marché,
après notre agrandissement, il y a eu la fermeture des entrepôts Molson et Labatt. Fait là, on s'est dit, nous, on va saisir l'occasion pour faire fournir les parties, les mariages, les parties de bal, un petit peu toutes les parties qu'il y avait dans le secteur, pour se monter un volume, pour être respecté de nos fournisseurs, puis être capable de négocier. C'est pas mal de même qu'on s'est pris. Après ça, on a pris un positionnement des microbrasseries, mais à l'époque, il n'y en avait presque pas. On a commencé avec Unibrou, puis Slimane qui est arrivé, mais on a essayé d'être précurseur dans le marché, toujours être les premiers. C'est pas mal de même qu'on a commencé à développer le marché de la bière. Là, en 2004, on voulait, malgré les problèmes de stationnement, on voulait continuer de se développer. C'est notre agrandissement. On a fait un méga entrepôt de 1500 pieds carrés. On pouvait rentrer 40 palettes à l'intérieur. Là, pour le secteur des bières, on était vraiment prêt à sauter un autre virage. Puis, le virage, c'était vraiment aussi de grossir la superficie de plancher puis s'en aller vers le prêt-à-manger. Les problèmes qu'on a vécu à l'époque, il y avait la tabagie, on ne croyait plus à ça, on croyait que ça allait être un marché qui allait descendre. Puis, il y avait l'ouverture aussi des épiceries qui ouvraient soir et week-end. Fait que comment qu'on allait contrer tout ça? Ça nous prenait vraiment un autre modèle d'affaires qui était unique, parce qu'on voulait s'éloigner un petit peu des marques nationales comme Budweiser ou Caramilk ou les Chips, tu sais, qui sont pareils, soit à Québec, soit à Montréal, mais c'était pas une offre supplémentaire. Puis à l'époque, il y avait les jardins mobiles qui marchaient très fort. Fait, on s'est dit, ils ont une belle offre, ils ont des belles sandwicheries. Fait là, on s'est dit, ça serait un modèle d'affaires qu'on aimerait travailler. Fait là, c'est de là qu'on a délaissé le modèle traditionnel du dépanneur. Puis on a commencé à sortir toutes les babelles, puis on s'est vraiment implanté un système vraiment à nous. Fait là, on a commencé par développer la sandwicherie. Puis on a ouvert une petite boulangerie par la suite. Puis après ça, on a commencé tout de suite vers la pizzeria. Fait, la pizzeria, ça a été un succès pas instantané. Il a fallu travailler, on l'a remodelé, parce qu'on a été les premiers à travailler une pizza vraiment comme une pizza de restaurant, là, qu'on étirait, qu'on faisait cuire. Puis c'est vraiment là, de la manière qu'on s'est pris. Puis faciliter l'accès à la clientèle. Nous, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait que la personne ait son lunch frais, puis en l'espace d'une minute ou deux, qu'elle peut rembarquer dans son auto puis repartir. Si on regarde notre deuxième agrandissement, les investissements que ça a demandé, ça a demandé un investissement de 325 000, puis notre superficie a monté à 3 200 pieds. On a réussi à monter à 14 employés. Puis notre chiffre d'affaires a toujours eu une progression depuis qu'on est ouvert. On a eu une progression de 63 %. Puis au bout d'un an, on vendait 50 pizzas par semaine. Là, on se trouvait quand même pas pire. Là. Ça allait bien. Mais par contre, avec toute l'expansion qu'on a pris, il manquait vraiment de place dans le stationnement. Fait là, on aurait pu grossir encore, mais on n'avait plus de place à stationner nos clients. Fait, la manière qu'on s'est pris, on a acheté 3 terrains. 2 terrains à l'arrière, et puis la maison du voisin. Puis là, on a débâti le garage, les headsets, puis on a fait un terrain, un stationnement sur le côté. Puis pour arriver à stationner le monde sur le côté, qui était quand même assez difficile, on a changé l'entrée de place, on l'a mis au 45 pour pas que le monde ne se sente puni, ni en avant, ni de côté. Tout le monde ne se sente à la bonne place. Puis l'affaire qu'on voulait faire, on voulait rendre le bâtiment beaucoup plus chaleureux. Il était tout en acier. Fait là, on l'a mis avec des couleurs chaudes, les toits en cuivre, les éclairages. Puis on a travaillé vraiment pour le rendre chaleureux. Notre objectif, on ne voulait plus être un dépanneur, on ne voulait pas être un supermarché. On voulait faire les choses différemment, pas comme les autres. On voulait être un marché spécialisé. Puis on avait des créneaux. Les créneaux, on voulait les travailleurs, le monde qui sont pressés, les petites familles actives. Puis on voulait les rendre heureux dans notre développement. Puis l'autre chose qu'on voulait, on voulait des profits. Parce que pas de profit, c'est dur de se développer. Puis quand tu arrives, tu cognes à la banque, pas de profit, c'est difficile. Fait c'est sûr qu'on voulait des profits. Fait dans notre troisième agrandissement, ça a demandé un investissement de 600 000 $. Puis, on est passé à 4 000 pieds. 4 000 pieds de plancher, c'était pas un gros agrandissement, mais l'investissement était majeur parce que c'était toute une restructuration pour être capable de monter le chiffre d'affaires, autant le look, l'extérieur, stationnement, terrain. Puis, on est monté à 18 employés.
la progression de notre chiffre d'affaires de 27 %. Et on était rendu à 200 pizzas par semaine. Là, on commençait à rouler vraiment. Si on regarde ça, Philippe qui est avec moi, mais là, je vais vous en parler un petit peu tantôt, parce qu'en 2014, il était pas arrivé encore. 2014, l'objectif, on a grossi vraiment l'espace de vente, on a débâti la maison aux côtés. Puis, qu'est-ce qu'on a fait? On commençait par ouvrir la boucherie et la saucisserie. La saucisserie, c'est un offre qui avait plus dans la Beauce. On a développé nos saucisses européennes, saucisses traditionnelles, une dizaine de sortes, puis en tout, peut-être 35 sortes de saucisses fraîches. Là, on trouvait que ça s'associait bien vraiment avec nos bières. Puis, la boucherie, ça a été un petit peu plus lent. C'était pas un marché naturel. Il a fallu travailler fort. On a développé les chaudières de viande. On y a été pour des offres qui étaient différentes d'ailleurs. Puis, c'est là qu'on a eu une vraie belle lancée. Dans ce développement-là, on est passé de 1 à 6 employés aujourd'hui au niveau du secteur, notre secteur de notre boucherie. On est passé de dépanneur à vraiment, là, on a eu une belle évolution. Ouais. Comme vous pouvez voir ici, on a réussi à doubler aussi la superficie de la cuisine, les comptoirs de prêt-à-manger. Puis c'est là que ça a pris vraiment une explosion. On a greffé les légumes à nous. On a encore des nouveaux comptoirs qui s'en viennent. C'est un beau roulement, ça, pour alimenter notre cuisine, pour alimenter nos clients dans le prêt-à-cuire, pour qu'il y ait des coupes. Ça peut être rapide quand tu arrives chez eux, là, en 30 minutes, que tout soit prêt. C'est vraiment les objectifs qu'on avait. Puis, avec Baudry Cadran, on a développé les produits M&M. On a été les premiers à Beauce à voir ça, puisqu'ils avaient fermé le gros succursale. Puis ça a été plus facile un petit peu. C'était une marque nationale. On n'a pas besoin de travailler. Le monde la connaissait déjà. Puis, les microbrasseries ici, qu'on voit. Ça, on va donner crédit beaucoup à Philippe dans les dernières années. Il a travaillé très, très fort pour développer des nouveaux produits, éliminer les microbrasseries qui sont pas trop à l'affût, rentrer qu'est-ce qu'il fallait. Puis, il en fait venir par transport privé. Il y en a même qu'on va chercher. C'est vraiment d'augmenter l'offre parce qu'on est rendu à 1000 sortes de microbrasseries, 500 dans les marques nationales. On a environ 1500 sortes de bières. Philippe a travaillé très, très fort à ce niveau-là. Puis notre quatrième agrandissement, ça a demandé des investissements de, on dit 1 million 100 000 que ça a fait. Puis notre superficie de plancher est montée à 6 500 pieds. Les employés, on est rendu 22 employés. La progression de notre chiffre d'affaires continue de 38 %, ainsi que les pizzas, 600 par semaine. Là, on parlait vraiment là, d'un beau volume. Si on regarde le tableau ici, on regarde la superficie du plancher du magasin, on est parti quand même de 0, pas de 800, c'est-à-dire, puis de 3000 en 2004, puis on est rendu à 6500. On est rendu à 35 employés. Puis la progression de notre chiffre d'affaires depuis 2004, on a eu 148 % d'augmentation. D'un modèle d'affaires que les dépanneurs ont quasiment tous pris un déclin. Nous, on a réussi à faire les choses différemment, puis à vraiment réussir à percer le marché. Si on voit aujourd'hui nos pizzas, on est rendu plus de 1000 pizzas par semaine. Ça ne comprend pas là, les pizzas congelées qu'on a développées, nos petites pizzas 9 pouces que le monde vient chercher sur l'heure du midi qui sont très fortes. Qu'est-ce qu'on a voulu faire quand on a développé notre pizza? On a développé une pizza, une seule grosseur, une méga pizza. Bon, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait avoir le meilleur produit, on voulait avoir le meilleur coût, puis on voulait être différent. On a fait ça différemment. Qu'est-ce qu'on retient de ça? Souvent, au début, on vendait 50 pizzas par semaine. Là, on connaissait les goûts de chacun. À 200, on savait qui les commandait. À 600, on savait qui nous les produisait. Mais à plus de 1000, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'ingrédients. On ne connaît plus les goûts de chacun, mais on est content quand vous venez nous voir. C'est vraiment... Puis, les projets à venir, parce qu'on est toujours plein de projets. Ici, on voit, depuis 2017, j'étais avec Philippe, ça va très bien, on a un beau partenariat. Puis, qu'est-ce qu'on travaille ensemble? On travaille un site web transactionnel pour être capable de commander vos pizzas directement avec vos téléphones portables. Puis, on veut avoir ça en ligne, puis ça va être prêt dans les prochaines semaines, ça. Puis, dans nos prochains projets, on a les services de cueillette aussi qui on veut développer au niveau des portables.
On va parler de nos valeurs. Qu'est-ce qu'on essaie de faire pour développer notre entreprise? On essaie de développer des concepts toujours uniques. S'ils ne sont pas uniques, on va les remodeler pour que ça soit différent du moins. Puis toujours être proche et à l'écoute de la clientèle. Dans les premières choses, nous, on pense que ça nous prend une belle relation avec nos fournisseurs. Quand on réussit à développer un beau lien avec nos fournisseurs, après ça, on s'approche de vraiment notre personnel pour arriver à créer une équipe. Après ça, on est en mesure de répondre au service à la clientèle. Parce que s'il y a un maillon qui ne fait pas bien, on n'est pas capable. Puis, l'autre chose, on essaie de promouvoir les produits du Québec. Au niveau des microbrasseries, 90%, c'est tous des produits du Québec. On essaie de travailler des légumes du Québec en saison. Dans notre cuisine, vraiment, c'est les fromages chaudières. On y va pas avec des marques nationales, on y va toujours avec des produits d'ici. Puis, c'est de toujours offrir le meilleur de nous-mêmes en équipe. Vraiment, là, on essaie de créer une équipe. Puis, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous présenter du marché 723. Mais par contre, je tiens à dire un gros merci à tout le monde, à ma famille qui est ici, à mes employés, mon équipe, que je pourrais pas être là s'ils ne seraient pas là parce qu'ils travaillent très fort avec nous. Puis, je remercie beaucoup le CEB de m'avoir invité. C'était nouveau pour moi, puis ça me fait chaud au cœur. Puis, il ne faut pas que j'oublie de remercier mon énorme clientèle qui nous pardonne plein de nos petites erreurs, puis qui nous encourage dans nos meilleurs coups. Parce que c'est avec vous qu'on a réussi à grandir, puis sans vous, on ne serait pas là. Fait, je remercie tout le monde, puis un gros merci. Bon. Fait que merci, Jeannot. Alors, moi, j'aurais retenu 3 choses. 1, il semble y avoir un indice pizza. Deuxième chose, si jamais quelqu'un vous dit qu'il ne va pas acheter de bière au 723 parce qu'il les a toutes essayées, méfiez-vous. Et finalement, pour t'encourager, Jeannot, je voulais te dire, tu es le 2e gars de dépanneur qu'on reçoit au CEB. Le premier, c'est un monsieur, il s'appelait Alain Bouchard, puis il avait Alimentation Couche-Tard. Quand il est passé au CEB, il était déjà coté en bourse, lui. Mais il était coté en bourse à 12,50 $. Depuis son passage au CEB, hein, l'action s'est divisée en 2, puis ce matin, elle était à 41,30 $. Donc, je ne sais pas dans 10 ans, quand tu vas venir pouvoir nous faire la prochaine conférence, j'ai hâte de voir. Maintenant, tu as un défi, tu as une cible. Donc, et j'imagine que tu pourras nous la partager en indice pizza. Alors, merci, Jeannot. Alors, notre deuxième conférencier, Carl Fortin, directeur général chez Golfin. Professionnel de golf et membre de la CPGA, ce n'est pas d'hier que Carl baigne dans le domaine du golf. Entrepreneur dans l'âme, c'est en 2005 qu'il fonde avec son père l'entreprise Golfin. Constamment à l'avant-garde de la technologie et du marché, Carl met en pratique ses connaissances pour offrir un produit de choix dans les simulateurs de golf, autant résidentiels que commerciaux, et distribués dans les marchés canadiens, européens et bientôt américains. Ce ne sont pas les défis qui manquent pour les prochaines années, avec la vision bien ancrée des actionnaires. Il nous partage ce matin son parcours, non pas son parcours de golf, mais son parcours entrepreneurial, mais également sa vision, car au-delà du produit, il cherche à créer une communauté d'utilisateurs. Mesdames et messieurs, Carl Fortin. Bon matin tout le monde. Merci d'être présent à cette conférence.
j'imagine qu'il y a sûrement des golfeurs ici dans la salle. Puis, imaginez-vous la journée que vous avez fait votre meilleure ronde de golf, sur les derniers trous, le feeling que vous aviez, la sensation. Ben, dites-vous le stress, dites-vous, moi, à matin, ici en avant, c'est x10. Pour vous mettre un peu dans le contexte, mais c'est un challenge qui est le fun. C'est quoi ça, Golfin? Vous avez sûrement peut-être vu nos camions sur la route ou notre bâtisse dans l'Ouest. En fait, Golfin, comme la présentation de Bastien dit, c'est une entreprise manufacturière de simulateurs de golf, résidentielle et commerciale, haut de gamme, que j'ai parti avec mon père en 2005. Avec mon background de professionnel de golf, ayant été adjoint au golf à Saint-Georges et ayant démarré celui de Saint-Benoît, bien, on avait une certaine expertise, puis on s'est dit, on va partir une compagnie, puis on va faire des simulateurs de golf. Encore aujourd'hui, Golfin, c'est une entreprise familiale, maintenant avec mes deux frères, et moi étant aux ventes, Steve, directeur de production, et Tony, qui est ici avec nous, tout nouvellement arrivé dans l'entreprise, qui est directeur OTI. Comment on s'est démarqué de la concurrence? En fait, dans nos premières années, on fabriquait 10, 12, 15 simulateurs de golf par année, peut-être. Puis là, on s'est dit, comment on pourrait en faire plus? Parce qu'on devait percer un marché, nous autres, dans notre domaine, c'est l'international, c'est des grosses compagnies. Puis on avait un produit à ce moment-là qui était peu connu. La façon de faire plus, on s'est dit, il faut le rendre accessible. Il faut rendre notre produit accessible. Puis comment vous pensez qu'on a pu faire ça, le rendre plus accessible? Bon, on a éliminé les barrières. On a éliminé les barrières envers nos clients pour se procurer nos simulateurs. Puis c'est là qu'on a créé un programme qui s'appelle Zone Golfin. En fait, c'est quoi ça, Zone Golfin? Bien, c'est la possibilité d'avoir un simulateur de golf sans investissement. Pour on parle dans le commercial, ceux qui veulent opérer puis faire venir les gens dans leurs établissements, puis faire des revenus avec le simulateur. Fait que là, on s'est dit, avec Zone Golfin, on fait de quoi qu'ils peuvent l'avoir puis qu'ils investissent rien. On s'est dit, wow, je peux avoir un simulateur, le client, de valeur de 40 000 sans capital. Puis en plus, je peux faire de l'argent avec ça. Bien, c'est ce qu'on a fait. Exactement, c'est comme ça qu'on a réinventé, nous, le modèle dans l'industrie, parce qu'aujourd'hui, on est la seule compagnie au monde qui offre la possibilité de louer des simulateurs de golf. Puis dans ce programme-là, ce qu'on a fait, bien, le client, c'est des contrats d'1 an. Ça fait qu'après la première année, il y a l'option de renouveler, continuer sa location s'il veut, ou il peut acheter le simulateur avec un escompte. Ça lui permet d'avoir testé le marché, savoir s'il y a une clientèle, s'il y a un besoin, s'il y a une rentabilité. Puis si jamais le client s'est trompé, bien, il peut simplement nous remettre le produit, le simulateur, sans pénalité, sans frais. Nous, on peut le replacer dans notre réseau. Puis en plus, dans tout ça, ce qu'on fait, on leur rend la vie facile, on leur donne un programme d'entretien. Fait que tout le simulateur, tous les produits sont entretenus, sont faits par nous, c'est-à-dire tout ce qui est la mise à jour, les nouveaux équipements, nouvel ordinateur, nouveaux projecteurs, software, on s'occupe de tout ça. Fait que nous, ça nous a dit, il y avait une stratégie en arrière de ça, on s'est dit, on veut que les clients, on veut standardiser le produit, on veut quand les clients vont aller partout dans notre réseau Zone Golfin, il va avoir un produit qui est sa coche, qui est toujours à jour, qui est toujours performant, puis c'est que c'est notre nom qui est là. Parce que il y a des gens qui vont aller dans les commerciales, puis ils vont essayer le produit, puis ils vont vouloir s'en procurer parce qu'on fait du résidentiel aussi. Fait que par le biais, ça est devenu, nous, un réseau de showroom en même temps. Fait que ça nous a emmené des ventes dans le résidentiel. Puis avec tout ça, on offre aussi du support technique. Fait que le client, il a l'esprit tranquille. Support technique 7 jours sur 7, 8 à 8. Si jamais il y a un problème quelconque avec son simulateur, il peut appeler à notre support. Ça vient aussi avec une plateforme de gestion. Il peut gérer sa grille de tarifs. Il peut vendre des cartes prépayées à ses clients. Il peut, puis tout ça, évidemment, en ligne cloud. Fait que ce que ça fait, c'est que le coût de location du simulateur est de 10 000 $. Puis le fait de pouvoir vendre des cartes prépayées, bien, certains gestionnaires qui sont bien organisés, ils réussissent à vendre une vingtaine de cartes à 500 $ avant de commencer sa saison. Puis ils viennent couvrir tous ses frais. Le reste devient tout du grévi, comme on dit.
Ça nous a permis d'établir, en fait, c'est le fun, c'est que ça nous a permis d'établir le plus grand réseau de centres de simulateurs de golf en Amérique du Nord. C'est cool, hein? C'est des gens d'ici, de la Beauce, de Saint-Georges, qui ont ça. On a plus de 200 simulateurs dans 75 établissements. Là, je vois 76. On a signé un hier, un nouveau. Fait qu'on va ajuster. Puis, la demande, évidemment, est très forte. On a beaucoup de demandes. Notre seul frein, c'est la banque. Tant que la banque nous suit, on est capable de suivre la demande. Avec ce grand réseau d'établissements, nous allons développer une communauté de golfeurs qui jouent dans nos centres. Là, on s'est dit, OK, on a les simulateurs, on a les établissements, on a les consommateurs. Pourquoi pas créer une communauté via une application mobile? Fait que cette application-là, ce qu'on veut faire avec ça, c'est que ça va permettre aux consommateurs, aux joueurs, de pouvoir aller sur une plateforme, une application web, il va pouvoir réserver en ligne, il va pouvoir suivre ses statistiques, parce qu'évidemment, sur le simulateur, les coûts sont tous enregistrés. Fait que les gens peuvent avoir un handicap, peuvent savoir le moyenne. Puis on s'est dit, on va annoncer sur l'application les 5 qui ont la plus longue drive, la moyenne, à travers tous nos joueurs. Fait qu'on va créer un genre de petit challenge où ce que le gars, il voit, OK, je suis 2e, je suis 3e, puis on va le faire sur les coups de départ, sur les différentes statistiques, le nombre de coups roulés, le nombre de verres en régulation. Fait que ça va amener un petit challenge au travers de tous les joueurs. Évidemment, ça peut permettre de participer à des ligues. Ils peuvent suivre les statistiques, voir avec qui joue dans la ligue, quelle formule. Puis ça, ça nous permet, pour le propriétaire du simulateur de golf, ça va générer des venues dans son centre avec des ligues. Ça force les gens à venir à chaque semaine. Ils vont pouvoir participer à des tournois aussi. Puis avec le système, c'est ce qu'on appelle du peer-to-peer. Tu peux jouer live, peu importe où ce que tu es, ensemble. Fait qu'on peut faire des tournois qui vont commencer local, qui peuvent être régionales, puis qui peuvent finir nationales. Fait qu'on peut arriver avec une finale qu'un joueur est au BC, l'autre en Ontario, au Québec, puis en même temps, ils jouent chacun dans leurs établissements, mais on a le résultat de la game des 3, puis on va pouvoir faire des finalistes de cette façon-là. Ensuite de ça, on s'est dit, on veut donner du plus-value aux gens qui vont venir sur la plateforme. Puis ça, les autres outils qu'on amène, c'est pas nécessairement lucratif pour nous. Il n'y a pas de revenus qu'on va faire avec ça, mais on s'est dit, c'est un plus-value, plus que ça amène du gens, plus qu'on va avoir de membres, plus que la communauté peut être grande. C'est que ça va être possible pour les golfeurs d'aller sur cette plateforme-là, puis d'avoir un programme d'entraînement physique spécifique au golf. Et puis, ils vont pouvoir aussi avoir des cours de golf, des capsules vidéo à même toute cette même plateforme, cette même application. La vision de Golfin, c'est simple, c'est d'investir dans la technologie. Hein? Aujourd'hui, c'est beaucoup technologie, on entend ça beaucoup. Puis là, ce qu'on veut faire, ce qu'on fait présentement, on est après à développer de nouvelles technologies. En fait, dans un simulateur de golf, il y a une technologie qui va capter les données de balles. Puis là, on est après développer cette technologie-là, présentement, qui est avec des caméras. Ça existe déjà sur le marché, mais il y a des faiblesses dans ces équipements-là. Ils ont besoin de calibration. Ils ont besoin de techniciens en ligne ou sur place. La première chose qu'on a dit, nous, aux ingénieurs, c'est faites-nous une caméra, pas de calibration. On veut que ça soit simple, ça fonctionne, qu'il n'y a pas de support à faire, de techniciens sur place. Puis, ce qu'on veut faire aussi avec ce produit-là, c'est qu'on va diagnostiquer les problèmes avant qu'ils se produisent. Donc, on va savoir, nous, si une caméra dans un centre, peu importe, à travers notre réseau, qui ne fonctionne pas bien ou qui a capté des mauvais coups, va nous envoyer un signal, nous, dans nos bureaux. On va pouvoir contacter le client pour remédier au problème, puis sans savoir probablement qu'il n'en sera même pas au courant. Donc, c'est l'inverse de ce qui se produit aujourd'hui. Maintenant, les gens, c'est le client qui est victime. Il joue, s'il y a un problème sur le simulateur, il avertit le propriétaire nous contacte, on fait la correction. Nous, on veut enlever
que ce soit le consommateur qui vive la mauvaise expérience du problème. Ensuite, ce qu'on veut faire, on va investir dans un laboratoire extérieur. C'est un gros mot, c'est un laboratoire, quoi, c'est ça? Mais c'est ce qu'on veut faire, c'est comparer les résultats live des coûts frappés à l'extérieur dehors qui vont être en même temps traqués par notre système, puis on va pouvoir faire la comparaison. Là, on s'en va vraiment dans le très, très, très poussé technique, c'est la pression atmosphérique. C'est la différence de balles de golf, comment elle est fabriquée, les alvéoles qu'il y a sur la balle, comment ils réagissent dans l'air. Ça fait qu'on veut aller tout chercher ces données-là. OK? Données, c'est ça aujourd'hui. Puis, on va pouvoir, le joueur, quand il va aller jouer dans un centre de golf, avec son profil de joueur, va pouvoir choisir sa composante de balle. Tout ça dans le but de rendre l'expérience de la simulation encore le plus près possible de la réalité. Ensuite, on investit aussi dans l'usine, dans la robotisation, dans nos équipements pour permettre, on veut grimper notre capacité de fabrication à 2000 unités. Puis ça, on veut se diversifier aussi parce qu'on a dans le marché les concurrents qui fabriquent des simulateurs de golf, c'est des gens software, c'est des gens de bureau. Une usine qui fait du bruit puis des machines, ils ne touchent pas à ça. Ils donnent tout ça en sous-traitance dans leur région. Puis nous, on a touché à ça, puis c'est le fun au Canada. On a la force, l'expérience, la réputation de faire des bons produits. Puis c'est ce qu'on a chez Golfin dans nos boîtiers. Là, je parle, ce qu'on veut faire, là, c'est vraiment le boîtier. Ce qu'on parle, plancher, le boot, plancher, mur, plafond, qu'on veut fabriquer pour la concurrence, pour la demande qu'on a, qui veulent qu'on fasse le simulateur. Ce que ça va nous permettre, c'est qu'on va arriver au final avec une soumission à un client qui va avoir l'option de peut-être acheter notre simulateur de golf, puis évidemment, peut-être qu'il va avoir d'autres soumissions sur la table. S'il choisit de ne pas prendre le nôtre, de prendre un concurrent, peut-être qu'on aura la chance d'avoir une vente aussi parce que ce compétiteur peut peut-être utiliser nos composantes de boot. Je termine là-dessus sur nos conseils. OK, j'aime peut-être pas le mot conseil parce que j'ai vraiment pas la prétention de donner des conseils à qui que ce soit ici. Mais ce qu'on a fait, nous, ce qu'on veut, c'était chez Golfin, on essaie de se projeter toujours dans le futur, de savoir la décision qu'on prend aujourd'hui. Il faut savoir, on essaie de voir quelles conséquences qu'elle aura dans le futur. Puis, un des exemples, c'est aussi banal que notre logo Golfin, qu'on a redessiné il y a peut-être 6 ans. Puis à la base, le nom, quand on l'avait choisi avec mon père en 2005, on s'est dit, ça prend un nom français-anglais. Parce que si on perd sur le marché, à travers le Canada, les États-Unis, il faut que ça soit un nom qui passe français-anglais. Puis on a fait aussi le petit orange. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est l'effet d'une toile, d'une curve, d'un écran curvé qu'on a lancé sur le marché aujourd'hui. Cette année, ça fait qu'on s'est dit, à un moment du logo, on dit on va faire de quoi qui va représenter ce qu'on veut faire plus tard. On ne pensait pas que ça prendrait 6 ans peut-être, mais c'était l'idée du logo. C'est la mentalité qu'on a, nous, chez Golfin. Ensuite, on a parlé aussi, investir tout le monde, je pense, sont au courant de tout ça, d'investir dans les recherches et développement, dans les équipements. Puis, nous, chez Golfin, qu'est-ce qu'on a fait? C'est de rendre notre produit accessible. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qui nous a fait croître et grandir. Sur ce, je vous remercie tout le monde. Puis, bon fin de déjeuner. Puis je laisse la parole à M. Bastien pour la suite. Dernière chose, je veux pas oublier, surtout, remercier la gang en arrière de Golfin qui sont ici, les employés avec nous. Grâce, évidemment, mais c'est eux qui sont le succès de notre entreprise. Et le CEB, merci au CEB de nous avoir permis de faire ce déjeuner conférencier ce matin. Merci.
Merci, Carl. Là, il a fallu que je relise mes notes, là, parce que là, je voyais que Carl, dans mes notes, c'était marqué « simulateur de golf ». Puis je t'écoutais, là, puis je pense que c'est plus « stimulateur de golfeur ». Hein, parce que dans tout homme sommeille un golfeur, il paraît. Et ça vient toucher notre corde sensible de golfeur, ton discours. Merci pour ta grande générosité. Tu nous as partagé des choses, je pense que c'est au-delà de ce qu'on s'attendait d'un partage. Puis ce que je réalise, c'est que finalement, tu vas toujours rester un professionnel de golf. Mais que là, présentement, avec la vision que tu as, tu risques d'être le professionnel de la plus grande communauté de golf au monde. Puis je pense que ça sera tout à ton honneur. Fait que merci, Carl. Alors, notre dernier conférencier de ce matin, Sébastien Blouin, président de VIOB, une division de Finloc 2000. Alors, Sébastien Blouin est président de l'entreprise Finloc 2000, un leader du financement non bancaire de remorques au Canada. Fier de ses origines beauceronnes, il représente également ce matin un modèle pour sa génération, car il chausse et prend le même chemin que son père, Marcel Blouin, qui fut conférencier lors de notre toute première activité de déjeuner du président en 2002 comme conférencier thématique sur l'après-septembre 2001. Il vient nous présenter, mais également parler du parcours de son nouveau-né, VIOB, ou quand l'industrie de la location passe au numérique. Sébastien. VIOB est une communauté en ligne qui facilite le partage intelligent de remorques pour l'industrie du transport. Vous êtes propriétaire d'une remorque ou voulez en louer une? Inscrivez-vous gratuitement et affichez vos remorques ou devenez locataire. Générez des revenus en tant que propriétaire et repositionnez votre parc de remorques à faible coût. C'est la meilleure façon de repositionner mon parc de remorques. Simple, rapide et sécuritaire. Trouvez des remorques près de vous comme locataire, puis économisez temps et argent. En tout temps, peu importe votre emplacement. Joignez-vous à la communauté VIOB dès aujourd'hui. Merci Bastien pour l'introduction. Merci au CEB d'organiser ces événements-là. Toujours plein, comme je peux voir. Mon nom, Sébastien Blouin. Je viens de la Rive-Sud de Montréal, mais j'ai des racines beauceronnes bien implantées. Mon équipe de travail est ici, ma famille est ici. Je suis comptable de formation. J'ai travaillé principalement dans le secteur du financement toute ma carrière, dans le financement d'équipements. J'ai participé à 2 démarrages d'entreprise. Pour moi, ça a été un privilège. Jamais comme entrepreneur direct, mais participer dans le secteur des financements de haute technologie et une co-entreprise entre la Banque nationale et la Caisse des dépôts où on finançait des équipements de transport, construction et manutention, production, un peu partout au Canada et aux États-Unis. En 2007, je me suis joint à Finloc 2000. Finloc 2000, FIN pour financement, LOC pour location. Finloc, c'est une entreprise sœur de Manac Inc., je pense que tout le monde connaît ici. Manac fabrique la remorque et la vend. Finloc s'occupe du cycle de vente, du cycle de vie de la remorque subséquemment à la vente. Donc, ce qu'on fait, finalement, le cycle de vie de la remorque, c'est première vie de remorque neuve qui fait une durée de vie de 7 à 10 ans. Le deuxième cycle de vie, 7 à 14, 15 ans. Puis le dernier cycle de vie, remorque d'entreposage. Finloc s'occupe du cycle de vie. Donc, on s'occupe du financement. On va s'occuper on va offrir un programme de maintenance. On va remettre en marché des équipements. Fait qu'on on s'implique tout le long, incluant l'usager, la remorque d'entreposage.
Le sujet d'aujourd'hui, c'est Viob. Avant de parler de Viob, je veux parler de la perturbation dans chacune de nos industries. Il y a des gens de l'extérieur de nos niches qui viennent nous perturber. On n'a qu'à penser à Uber dans le taxi. C'est pas l'industrie du taxi qui a créé de la perturbation, c'est quelqu'un qui est venu de l'extérieur. Expedia dans les hôtels, dans le voyage, Tesla dans l'automobile, Uber Freight, Convoy dans la logistique du transport. Nous autres, on a décidé, il y a quelques années, qu'on voulait s'adapter et qu'on voulait aussi perturber à même notre industrie. Donc, au lieu de le subir, le faire. Donc, on a créé Viob. Viob, c'est le Airbnb de la remorque. On a commencé le design, l'architecture de la plateforme en avril 2018. On a gagné notre première pièce de revenu avec l'application mobile et l'application numérique, l'application web, en avril 2019. Je ne vous dirai pas combien, mais j'avais promis de gagner quelques pièces de revenus. On a gagné quelques-unes en avril, un an après. Viob, finalement, c'est une communauté. La communauté de la location de remorques. Ces deux segments, le propriétaire et le locataire. Le propriétaire, on met en marché la capacité excédentaire des remorques de nos clients. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est le repositionnement de remorques. Un bon exemple, c'est les remorques de Manac. Manac, 100% du temps, les remorques seront un aller simple. C'est du repositionnement. On espère qu'ils ne reviendront jamais à la manufacture. Un transporteur, c'est la même chose. Il peut se retrouver, il peut perdre un contrat, peut avoir la saisonnabilité, il peut se retrouver avec un volume de remorques à un endroit où il voudrait pas nécessairement. Donc, trop de remorques à Montréal, en a besoin plus à Toronto. Puis, il y a peut-être quelqu'un d'autre dans la communauté qui a trop de remorques à Toronto, puis les voudrait à Montréal. Fait que l'idée, en arrière de ça, c'est d'avoir un endroit commun où parquer toute la capacité excédentaire. Pour le locataire, c'est de trouver une remorque à proximité. Il y a peut-être quelqu'un, quelque part, qui a une remorque disponible à Saint-Georges-de-Beauce, l'autre bord de la rue, puis je ne le sais pas. Alors que quand j'en ai besoin d'une, aujourd'hui, il faut que j'aille dans un centre de location. Puis les centres de location se trouvent souvent dans un centre urbain. Québec, Montréal, Toronto, et ainsi de suite. Et en plus de ça, ce que ça vient créer, la communauté, c'est que maintenant, on évalue les gens. Il y a un système d'évaluation, des étoiles. Airbnb, on loue notre maison à un étranger, puis on ne se fie pas à son nom. On se fie au système d'évaluation. Y a-tu 5 étoiles? S'il n'y a qu'une étoile, puis on regarde les commentaires, ça se peut qu'on y loue pas. Même chose pour dans le voyage. C'est le système d'étoiles. Est-ce que c'est Marriott? Est-ce que c'est Hilton? On s'en fout un peu. On regarde maintenant les commentaires, puis on regarde les étoiles. Fait que cette communauté-là qu'on vient créer, ça vient nous donner de l'information supplémentaire, puis de la confiance. Puis dans l'économie de partage, ce qui est important, c'est la confiance. Ce qu'on cherche à faire, Viob vise à devenir la communauté mondiale de partage de semi-remorques en ligne pour l'industrie du camionnage. Notre vision, nous autres, avant de faire ça, on s'est posé quelques questions. Puis c'est des questions qui sont applicables à d'autres industries, pas juste à la nôtre, là. On a remis en question la pertinence de notre modèle d'affaires. Comment sera notre industrie dans les prochaines années? On peut-tu penser, puis les questions, c'est autant bon pour vous autres que pour nous autres, là. Pouvons-nous penser qu'un jour, nous vendrons et financerons des remorques en ligne? Peut-être. Est-ce que nous pouvons penser qu'un jour, on se partagera un pool de remorques? Donc, se partager les remorques de l'un à l'autre, au lieu de les détenir, utiliser ce qui est disponible, le plus proche de moi. On a commencé à y penser. Fait que dans les prochaines minutes, ce que je vais faire, c'est plus, je vais vous expliquer un peu la démarche qu'on a prise pour se rendre à développer Viob. Fait qu'on s'est posé 3 questions. Y a-t-il un problème à régler? C'est quoi le marché? Puis, c'est quoi les tendances importantes? Quelques chiffres d'un comptable de formation, ça me prend des chiffres, puis du contexte. Le ratio remorque-camion, 3 vannes pour 1 camion.
15 à 25 des remorques se promènent complètement vides. 36 des remorques que vous voyez sur la route ne sont pas pleines. Ça crée des opportunités. Puis, il y a peut-être moyen, si on est plus efficace dans l'industrie, d'avoir un impact important sur l'environnement. On investit beaucoup en tant que communauté dans les moyens dans l'automobile là, pour essayer de changer les façons de faire, l'électrification, ces choses-là. Imaginez le trafic qui est là, puis imaginez qu'on utilise, on est meilleur dans l'utilisation des remorques puis des camions de 5 %. On fait 20 à 25 000 km par année avec un auto. On fait 200 à 225 000 km avec un camion. Si je réduis de 5, 10 %, j'augmente la capacité à l'intérieur des remorques de 38 à 50 %, quel impact que je vais avoir sur l'environnement? C'est important. Fait que toute la proximité, notre enjeu, le problème qu'on pense régler, c'est tout le problème de proximité. On peut peut-être générer des revenus pour des remorques assises. Des fois, on perd un contrat. Si on peut la mettre en marché, générer du revenu avec, ça aide parce qu'une remorque assise, ça ne fait pas juste pas générer du revenu, ça coûte du stationnement aussi. On a tous, chacune de nos industries a des problèmes de main-d'œuvre. Les chauffeurs, c'est la même chose dans le camionnage. Si je peux trouver une remorque plus proche, ben donc, je fais une meilleure utilisation de mes ressources. Quelques chiffres encore. Le marché de la location. Selon PwC, ils nous disent qu'en 2025, le marché de la location devrait être de 670 milliards. Du 670 milliards, 50 va être de la location traditionnelle, l'autre 50 l'économie de partage. 2013, on parle de 15 milliards sur 255 milliards dans l'économie de partage. Il va y avoir un énorme boom au niveau de l'économie de partage. Mais il y a une autre bonne nouvelle pour Finloc, c'est que la location va aussi grandir. Et à vrai dire, ça va tripler. Fait que la détention, il y a comme une tendance où la détention des équipements, c'est plus ce que les gens veulent. Les gens veulent utiliser l'actif et non le détenir. L'autre tendance, c'est qui seront nos clients de demain. Nos décideurs de demain seront les milléniaux, les milléniaux d'aujourd'hui. Donc, il faut s'adapter aux clients que nous aurons demain. 29 % des milléniaux partagent leurs équipements. 38 % vont utiliser l'économie de partage. C'est important. Puis en arrière des milléniaux, il y a la génération X. Il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas juste... puis une autre tendance, c'est qu'en Amérique du Nord, on est un peu plus lent à s'adapter. Donc, ce que ça veut dire, puis on regarde dans le Moyen-Orient puis en Asie, 60 % des gens utilisent ce genre de véhicule d'économie de partage des équipements, générer des revenus au maximum. Puis pas juste des équipements, c'est des actifs en généraux. Donc, malgré qu'on est en retard, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Ça va arriver. C'est juste qu'on va le faire un peu plus tard. Dans la démarche, on a utilisé des outils. Puis on a essayé de faire des choses simples. Là. Premièrement, faire un modèle d'affaires. Fait qu'on s'est inspiré du Business Model Canva. On a essayé aussi d'établir c'est quoi nos forces puis c'est quoi nos faiblesses. Parce qu'en bout de ligne, c'est pas vrai qu'on est capable de tout faire. Là. Moi, je suis dans le financement. Coder moi et mon équipe, là, coder, c'est pas ce qu'on fait dans la vie. Fait que faire une plateforme numérique, ça faisait partie des faiblesses qu'on avait. On n'est pas capable de le faire. Par contre, on est capable de réfléchir puis de le modéliser. Puis il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, un beauceron, qui m'a déjà dit que, puis je peux le nommer, c'est Régis Drouin et Cathy Le Rochelle, qui est ici. Sébastien, j'ai dit, si tu es capable d'écrire, écrire ce que tu veux, là, il dit, moi, je vais être capable de le coder. Fait que je me suis dit, si je suis capable de faire un modèle d'affaires simple, qui loge sur une page, je vais être capable de le communiquer. Le communiquer à mon équipe, le communiquer à mon marché. Donc, le Business Model Canva, pour ceux qui ne connaissent, ce ne sera pas nouveau. Pour ceux qui ne le connaissent pas,
Dans le fond, c'est simple. Au milieu, c'est la proposition de valeur. C'est quoi que j'ai à offrir? À droite, c'est qui sont mes clients. J'ai 2 types de clients, je les ai dit tantôt, propriétaires, locataires. Puis, ils vont me générer... C'est quoi le revenu qu'ils vont me générer? Qu'est-ce que je vais leur charger? Puis entre les deux, c'est comment je me rends au client. À gauche, c'est les partenaires. C'est qui j'ai besoin pour y arriver. J'ai besoin des gens. J'ai besoin de faire quelques activités. Fait que ça dérive toutes mes dépenses. Fait que ça fait mon PNL en même temps, sur une page. Je vous épargne les détails, là, c'est écrit petit, là, c'est vraiment notre modèle d'affaires pour Viob. On a la même chose pour Finlock 2000. La recette. On a fait ça, on a commencé en avril 2018, on a lancé en avril 2019, 12 mois. On y est arrivé comment? La première chose qu'on a faite, on a fait un prototype. Dans le milieu manufacturier, tout le monde sait c'est quoi faire un prototype. On le fait, on le teste, on commence, on se trompe. Bien, dans le numérique, c'est la même affaire. On le fait sur papier. On a bâti notre plateforme toute sur papier, toutes nos règles d'affaires. On a demandé à quelqu'un de le mettre dans un téléphone. Après ça, on est allé voir des clients. Des clients en qui on a confiance, des CAT, des Robert Transport, Transport Couture. À chaque 2 semaines, on allait, avant de développer, on allait voir le client puis dire, regarde, on faisait des apprentissages. Est-ce que ce que je te présente là, ça a-tu de l'allure? Oui, non, peut-être. Souvent, on arrivait, puis c'était des noms. Bon, c'est pas grave, on recommence. Puis quand on fait des sprints, parce qu'on a fait des sprints, c'est des sprints de 2 semaines. Quand on fait un sprint de 2 semaines, le pire qui va t'arriver, c'est de faire un write-off de 2 semaines. Ça ne me retarde pas plus que ça. Si j'avais fait toute la plateforme pendant 1 an de temps, puis j'arrive à la fin, au bout de 12 mois, puis je m'aperçois que ça ne fonctionne pas parce que le marché ne veut pas l'accepter, bien, c'est un write-off de 12 mois. J'ai perdu mon temps. Fait que c'est pas compliqué. Puis, ça n'a pas besoin d'être parfait. Je pense que c'est M. Dancause qui le disait tantôt, là. Il faut le partir. Il faut le partir sur des bonnes bases. Mais le fait de le faire avec des gens qui sont de l'industrie, nous autres, on est de l'industrie, on pense qu'on l'est, mais il y a des gens les utilisateurs, c'est eux autres qui le sont vraiment dans l'industrie, puis qui le vivent à tous les jours. C'est ça qui est important. Puis après ça, ben, on va s'adapter, parce que ce que ça l'a fait en plus, c'est d'aller voir les clients, c'est qu'on a accumulé un paquet de bonnes idées. Puis les bonnes idées, malheureusement, on n'a pas pu toutes les faire dans le premier 12 mois. Mais on en a un paquet de parquets à côté, prêts à lancer. Là, on commence aujourd'hui, on a commencé, c'est le fun, on fait une pièce de revenu. Un jour, on va faire, j'espère, on va faire un peu plus qu'une pièce. Puis après ça, ben, on va lancer d'autres choses, d'autres modèles d'affaires, puis on va adapter notre modèle d'affaires. Puis on va être prêt pour continuer de perturber notre industrie. Quelques apprentissages. Le CEB nous avait demandé de parler de quelques petites anecdotes. Là. Il y a une chose qui est certaine, puis qui n'est pas écrite là, c'est qu'on aurait dû commencer ça bien avant. Puis on s'est benchmarké avec un paquet d'autres industries, là, les Uber, Lyft, Airbnb, Expedia, DocuSign. C'est toutes des compagnies publiques aujourd'hui qu'on connaît très bien. Mais quand on fait le benchmarking, puis on regarde d'où ils sont partis, là, avant de devenir une compagnie publique, la moyenne, c'est 10 ans. Avant de générer des revenus significatifs, puis avant d'avoir une marque de commerce connue, la moyenne, c'est 6 à 7 ans. Viob a commencé en 2018. Vraiment, on a commencé à y réfléchir un peu avant, mais vraiment en 2018. Donc, en moyenne, je devrais être à 6 à 7 ans en retard. Parce qu'en bout de ligne, l'économie de partage, ça existe déjà. Fait que là, on était plus en mode rattrapage. L'impression qu'on a, c'est que vu qu'on est de l'industrie et qu'on ne vient pas de l'extérieur, je pense qu'on a une longueur d'avance sur certains autres. J'ai parlé d'impliquer l'implication des clients. L'implication des clients, c'est important. Je pense que c'est applicable dans d'autres industries. Concevoir un modèle d'affaires simple. Identifier nos alliés puis nos partenaires, nos fournisseurs. L'expertise qu'on n'a pas, les faiblesses qu'on a,
Il y a je vois Jacques ici de State Mona. Moi, je ne suis pas un bon avocat. Mais ça l'en prend. Dans ce secteur d'activité-là, il y a des règles à suivre. Je les connais pas, ces règles-là. Je peux avoir du gros bon sens, mais je les connais pas. On s'engage quelqu'un de confiance, quelqu'un qui va être là pour le long terme. Les critères d'évaluation, là, c'est pas toujours juste le prix. La confiance, la capacité du fournisseur à rendre un service à terme. Il n'y a rien de plus cher qu'un service qui n'est pas rendu à terme. On va payer pour rien. Après ça, ça prend le fit de personnalité. Puis je pense que pour nous autres, ça a été une des clés qui nous a permis de faire ça en 12 mois. La commercialisation. C'est le fun, le développement. Là. Tout est nouveau, on apprend plein d'affaires, on est excité. Quand on est arrivé au mois d'avril en 2019, là, hey, on a notre produit, on a quelque chose de tangible. Nos clients, ils sont contents, mais c'est les clients qu'on a consultés qui sont contents. Après ça, il faut le commercialiser, il faut faire connaître la marque. C'est un effort aussi grand, sinon plus grand, et aussi coûteux. Donc, si vous avez un budget pour développer, c'est super le fun, là. Mais ça en prend encore après. Ça en prend autant, sinon plus. Mélanie, je te regarde, là. Inquiète-toi pas, tout va bien aller pareil. L'autre chose, c'est dédier nos meilleures ressources. Si c'est un projet important pour vous autres, puis pour l'avenir, c'est important d'y dédier nos meilleures ressources. Chez Finlock, on est chanceux. Finlock et Manac, on en a des excellentes. On a eu on a des ressources extraordinaires qui nous ont permis de focusser sur ce projet-là, puis que la business actuelle continue de rouler, puis de payer pour nos projets. Prochaines étapes, on a juste un mot simple, c'est la croissance. Ça fait que chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on prend une décision, qu'on décide d'aller d'un show, qu'on décide de faire une ligne de code, est-ce que ça va amener de la croissance? C'est la seule chose. Puis je l'ai dit au début, j'essaie de garder les choses simples. Là. Pour moi, c'est pas quelque chose. La croissance n'est pas liée à ce que moi j'aime, mais c'est ce qui est important, c'est quand je prends une décision, est-ce que ça va créer de la valeur pour nous autres puis pour la plateforme. Il y a des petites affaires là, comme préparer le marché hors Canada. Ça, c'est des choses on parle tout le temps des États-Unis parce que c'est 10 fois plus gros que le Canada. Là. C'est important, mais ça fait partie de la croissance. Si ma croissance demain matin, j'ai plus de chances de le faire en France, en Australie ou au UK, mais c'est là qu'on va aller. C'est pas aux États-Unis en premier. On va y aller où est-ce que les gens sont prêts à s'adapter puis à se faire perturber. Le thème d'aujourd'hui, c'est j'ai réinventé le modèle d'affaires. Merci. Le modèle d'affaires, il existe. Il faut juste s'adapter. Ça se peut que ça nous perturbe, nous autres, dans nos façons de faire. J'ai mis quelques images, là. On voit ici quelqu'un qui lit le journal. On lit encore le journal aujourd'hui. On regarde encore des publicités. On a encore des annonces classées. Est-ce que c'était ça? C'est ça le journal, là? Bien, on le fait encore. Mais ça a perturbé des industries. Ça n'a pas juste perturbé l'industrie de la presse écrite, mais ça a perturbé l'imprimerie, ça a perturbé le papier, l'industrie du papier et la distribution. Des fois, on est menacé et on ne le sait pas. C'est pas nous autres une menace, c'est une menace qui vient de l'extérieur. Ben, je pense que ça, c'est un bon exemple. Sears, les plus âgés savent c'est quoi, là. On commandait par le catalogue Sears. C'était super bien. On avait confiance de commander par Sears. Il y avait un réseau de distribution extraordinaire. On pouvait recevoir ça partout dans toutes les villes, les villages au Canada. Ça a été remplacé. Ils ne se sont pas renouvelés. Ils ne sont pas adaptés. Pourtant, ils avaient la recette, là, la bonne recette. Mais c'est l'adaptation. Est-ce que Amazon a perturbé notre industrie? Moi, je pense que c'est plus quelqu'un qui ne s'est pas adapté, moi. Parce qu'Amazon fait la même chose. La seule différence, c'est qu'Amazon c'est pas nécessairement juste son produit. Il va distribuer le produit des autres. Après ça, au début, je parlais des systèmes d'évaluation. Ce qui est important dans Amazon, là, je regarde c'est qui le fournisseur puis il y a combien d'étoiles. Il est-tu bon ou il n'est pas bon?
Fait que, puis ils vivent les mêmes enjeux que Sears, là. Ils ont un enjeu de distribution aujourd'hui. Ils investissent massivement dans le réseau de distribution. Ce que Sears avait déjà fait, puis je suis pas certain que la méthode Sears n'était pas la meilleure que celle qu'Amazon va faire. Je ne suis pas dans les secrets d'Amazon, là, mais vue de l'extérieur, c'est les mêmes enjeux. Puis peut-être qu'ils vont finir à la même place que Sears. Kodak. Kodak, c'est les inventeurs de la caméra numérique. Ils n'ont pas voulu la lancer pour la simple et bonne raison qu'elle allait cannibaliser la vente de pellicules. Vous en avez sûrement un paquet de monde dans vos industries, dans vos compagnies qui ont des bonnes idées. Mais on a peur. On s'est posé la même question chez Manac. Si je rends l'industrie du transport plus efficace, est-ce que je vais vendre moins de remorques? Ça se peut. Mais si admettons que les remorques, on les utilise plus parce qu'ils sont plus optimisés, peut-être que ça va venir au même, mais en vendre autant. En fond, le message que je lançais aujourd'hui, c'est s'adapter puis pas avoir peur de perturber. Puis la perturbation, c'est pas juste pour l'industrie, c'est pour nous autres même à l'interne aussi. Merci. Alors, merci beaucoup, Sébastien. Je pense que cette vision, cette façon d'attaquer le marché me fait dire que vous n'êtes pas à la remorque de votre industrie. Je trouve ça très bien. Et à continuer les efforts et cette démarche que vous dites imparfaite, qui m'apparaît, somme toute, parfaite, ben je prétends que vous allez faire votre $2e rapidement. Alors, j'inviterai Jeannot et Carl à venir nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Alors, messieurs, merci d'avoir consacré ce temps et de vous être investis en partageant vos expériences. Nous sommes certains que vous aurez inspiré l'audience à voir plus grand et à oser se réinventer. À vous tous, nombreux participants, savez que vous avez toute notre gratitude pour votre intérêt sans cesse renouvelé à nos activités. Merci également à nos 3 commanditaires majeurs, Desjardins Entreprises, Bernier-Baudry Avocats d'affaires et Dancause Conseil en stratégie d'affaires, qui assument les frais de ce déjeuner ainsi que les installations techniques. Votre contribution financière est essentielle et des plus appréciées pour le succès de ce déjeuner. Je les inviterai d'ailleurs à l'avant. Merci, Bastien. Nous tenons également à remercier les gens de Bose TV pour la captation vidéo de ce déjeuner et les gens de Style Musique pour la sonorisation, ainsi que Bernier-Baudry pour le stylo gracieusement offert. On va prendre quelques temps pour les photos. Alors, merci à nos conférenciers et merci à nos partenaires. Nous venons d'entendre de beaux exemples d'entreprises qui ont réinventé leur modèle. Ceci dit, ce n'est pas seulement dans le privé que l'innovation peut se faire. Encore quelques secondes. Le CEB et son conseil d'administration sont en constante réflexion à savoir comment nous pouvons nous aussi réinventer notre modèle de développement économique régional. Et ce, afin de faire grandir la région, ses entreprises, ses entrepreneurs, ainsi que le rayonnement de tous. Ceci dans le but de faciliter l'incubation d'idées novatrices et le développement de projets structurants. Pour atteindre notre but, nous avons toujours besoin de votre appui et de votre collaboration. C'est pourquoi je tiens à vous informer que la campagne de Membership 2020 du CEB est officiellement lancée. D'ailleurs, un courriel vous a été envoyé ce matin à cet effet. De plus, sur vos tables, vous trouverez les cartons mentionnant les avantages et la procédure pour devenir membre. La participation du milieu demeure une contribution essentielle pour que le CEB continue à jouer son rôle d'acteur du secteur socio-économique et d'offrir des services gratuits aux entrepreneurs et entreprises de la MRC de Beauce-Sartiguan. Je vous remercie à l'avance. Prenez note que le prochain déjeuner-conférence du CEB aura lieu le 12 décembre prochain. Nous accueillerons à ce moment M. Robert Dumas, président et chef de la direction de Sun Life, ainsi que Yannick Desnoyers, vice-président et économiste principal chez Addenda Capital. Ils nous parleront des perspectives économiques. Pour terminer, une fois de plus, je vous remercie chaleureusement pour votre participation et je vous invite à donner une dernière main d'applaudissement à nos conférenciers vedettes de ce matin. Merci et bonne journée à tous.